Voilà. Du coup, bienvenue à cette présentation. Donc, comme je le disais, c'est une présentation qui porte sur l'évolution réglementaire du diagnostic PEMD de son récolement et sur les développements en cours de la future plateforme PEMD. Donc, ce sont des développements qui sont réalisés au CSTB à la demande des ministères et avec le soutien financier de l'ADEME au travers du plan de relance. Du coup, une réunion qui se découpe en deux temps. Un premier temps autour d'une introduction, alors d'une présentation du CSTB que je vais faire rapidement du coup, et de sa feuille de route économie circulaire. Un temps également autour du contexte réglementaire. Et ensuite, on vous proposera un temps de questions-réponses d'une dizaine de minutes. Et enfin, la deuxième partie de cet échange qui portera sur la présentation des principaux objectifs et des principales fonctionnalités de la future plateforme PEMD, avec à nouveau un temps d'échange de 10 minutes. Puis comme on vous disait, l'avantage d'être en petit comité, c'est que voilà, n'hésitez pas du coup, pendant ces deux temps à poser vos questions. Du coup, en introduction, donc rapidement, ça a été dit, donc le CSTB, Centre scientifique et technique, différents métiers, ceux autour de l'évaluation, de la certification des essais des produits, également de la diffusion des connaissances, avec notamment, on propose 3 formations au CSTB autour de l'économie circulaire, bien d'autres formations également, mais en tout cas, l'économie circulaire, il y en a 3. Une autour de l'éco-conception des ouvrages, une deuxième autour de la valorisation des PEMD, et enfin une troisième formation certifiante qui a été développée et qui propose de former au diagnostic PEMD. Voilà, et enfin, dernier métier qui est le mien, celui de la recherche et de l'expertise. Donc ce métier de recherche, pour le coup, il s'articule au CSTB autour de 4 domaines d'action stratégique pour la recherche, dont un porte sur l'économie circulaire et les ressources pour le bâtiment. Cette partie, donc cette feuille de route économie circulaire, on l'a articulée en 3 axes. Un premier axe autour de la connaissance des flux et des stocks de matière, avec un modèle qui permet une approche multi-échelle, donc de modéliser, de caractériser les bâtiments existants et d'en déduire les composants en termes de PEM, produits, équipements, matériaux, de déchets, de D, et d'en déduire des flux de matière à différentes échelles. On travaille aussi sur cet axe-là autour de la prospective du bâtiment circulaire. Ensuite, un deuxième axe autour de la valorisation de l'existant. Donc, cet axe-là, on s'intéresse notamment à la déconstruction sélective et à l'optimisation de la valorisation des PEMD, avec notamment un guide qui va sortir avec un événement de lancement le lundi prochain. Et du coup, à la suite de cela, il y aura un guide ORE-CSTB qui sera proposé autour de la déconstruction sélective. Ensuite, on travaille autour du réemploi et du recyclage. Enfin, troisième axe, autour de l'éco-conception, et qu'on réalise à 2 échelles, l'échelle produit et l'échelle ouvrage. Et sur cette éco-conception, on se pose 2 types de questions. Premier type de question, déjà, comment caractériser un produit circulaire, un bâtiment circulaire? Quels sont les critères par exemple, pour un produit, on peut s'intéresser en entrant au taux de recyclé, à la démontabilité, voilà, pour vous donner quelques critères. Et puis, on mène le même type de réflexion sur les ouvrages, avec une question notamment, donc à nouveau sur la matérialité circulaire en flux entrant, flux sortant, et puis une question autour de l'évolutivité, notamment avec le contexte réglementaire. Donc la loi résilience introduit la question d'une étude sur l'évolutivité à réaliser pour tout bâtiment neuf ou existant. Voilà de façon synthétique cette large feuille de route. Du coup, j'enchaîne sur le contexte réglementaire. Du coup,
La situation actuelle, c'est donc et encore actuellement, et j'y reviendrai, c'est l'obligation de réaliser un diagnostic déchets, et ce depuis 2011, enfin, depuis la publication du texte de loi en 2011. Donc sur cette obligation-là, on est sur un périmètre des déconstructions de plus de 1000 m², et j'y reviendrai, donc uniquement des déconstructions, et avec pour objectif, comme son nom l'indique, diagnostic déchets, de quantifier des déchets et d'identifier des filières. Et sur le diagnostic, les obligations, c'est de les réaliser en amont du chantier et ensuite de l'annexer au DCE. Et puis surtout, l'obligation intervient qu'en fin de chantier, en tout cas réglementairement. En fin de chantier, il y avait l'obligation de compléter un formulaire de récolement et ensuite de le soumettre sur l'ancienne plateforme qui était portée par l'ADEME. Donc on le voit bien, c'est une obligation qui était uniquement centrée sur les déchets, et puis avec une transmission de l'information uniquement en fin de chantier. Donc, par rapport à ce dispositif existant, il y a une étude qu'on avait menée pour le compte du ministère et qui a permis de soulever un certain nombre de constats sur ce dispositif donc, de diagnostic déchets. Alors, dans les grands constats, on avait notamment le fait que c'était un dispositif uniquement ascendant. Donc, ça veut dire qu'en fin de chantier, la maîtrise d'ouvrage, parce que c'était elle qui portait l'obligation réglementaire, devait transmettre les informations sur la plateforme, mais n'avait en fait aucun retour. Donc, c'était plutôt voilà, une donnée en fin de chantier sans retour pour les maîtres d'ouvrage. Ensuite, donc, je l'ai pas mal répété, une obligation qui intervenait qu'en fin de chantier et qui ne permettait pas d'anticiper ou de valoriser l'information contenue dans les diagnostics. Une vision, comme je le disais, uniquement déchets. Et donc tout ça découlait le fait que c'était une réglementation qui était peu respectée. On considère que moins de 5% des formulaires de récolement étaient réalisés. Du coup, et dans l'étude qu'on avait menée, on avait quand même noté vraiment une contradiction assez apparente, le fait que le diagnostic était jugé comme utile, nécessaire, et puis que du coup, il était peu respecté et qu'il y avait ce manque de confiance il n'était pas assez complet, et oui, avec un manque de confiance sur la qualité des diagnostics. Du coup, a été introduit dans la loi donc, AGEC, anti-gaspillage, économie circulaire, l'article 51 qui prévoit donc, la révision du dispositif de diagnostic déchets vers un diagnostic PEMD, produits, équipements, matériaux et déchets. Et suite à ça, il y a eu 2 décrets qui ont précisé ce qui sera attendu dans ce diagnostic et tout le dispositif autour de cette évolution, donc diagnostic et récolement PEMD. Oui, donc en rouge, j'allais l'oublier, mais je n'avais pas oublié d'en parler. Dans ce décret, il y avait une application qui était prévue au 1er janvier 2022. Mais pour cela, suite au décret, il y a les arrêtés qui viennent préciser, pour le coup, le contenu, on va dire, assez technique de ce qu'il faudra transmettre à la phase diagnostic et à la phase récolement. Ces arrêtés ne sont pas encore publiés. Du coup, le dispositif PEMD au sens large n'est pas encore applicable. C'est toujours le diagnostic déchet qui est applicable et donc son récolement qui est à transmettre pour le coup par mail, parce que la plateforme de l'ADEME a été fermée, voilà, en fin de chantier. Alors, pour revenir un peu plus précisément sur le diagnostic PEMD et son récolement, et du coup ce que précisent les 2 décrets. Je vous ai mis, la présentation vous sera envoyée, et de toute façon, je vous ai bien précisé. Donc, on va voir d'abord le 1er décret et le 2e décret, et puis on va analyser ensemble ce qui contient et ce que ça implique comme changement. Du coup, premier changement, c'est l'extension du périmètre. Donc, on l'a vu tout à l'heure, le diagnostic déchets s'appliquait uniquement aux démolitions. Là, le diagnostic PEMD s'appliquera aux démolitions
et aux rénovations significatives des bâtiments, donc de plus de 1000 m² ou ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale. Donc c'est déjà un gros changement. Et puis le deuxième changement, ça va être, comme son nom l'indique, on passe de diagnostic déchets à diagnostic PEMD, produits, équipements, matériaux, déchets. Donc on a un changement de regard en fait du bâtiment existant. On ne va plus le regarder comme une somme de déchets à quantifier, mais avant tout comme des produits, des équipements, des matériaux. On va analyser le potentiel de réemploi de ces produits, équipements, matériaux. Et ensuite, et seulement ensuite, on s'intéressera à ce bâtiment comme un tout, comme une somme de potentiels déchets, ou en tout cas pour les rénovations significatives, le périmètre, hein, bien sûr, qui fera partie de la rénovation et qui sera déposé. Peut-être une petite précision, dans les arrêtés qui sont encore à publier, sera précisé ce qui est entendu par rénovation significative. Donc pour l'instant, c'est pas encore défini. En tout cas, on attend les arrêtés pour ça. Oui, et du coup, comme je le précisais là, et c'est un peu en lien avec ce que je disais, donc on est sur d'abord un renforcement du réemploi et ensuite la mise en avant de la hiérarchisation des modes de traitement, c'est-à-dire d'abord réemploi, réutilisation, recyclage, autres types de valorisation matière et valorisation énergétique et élimination. Oui. Oui. Oui, on a une question dans le chat. C'est est-ce qu'on a une idée de la future date d'application ou pas encore? Pas encore. Je vais y revenir sur le calendrier. Du coup, je vais répondre en tout cas les éléments que j'ai en ma possession à ce moment-là. Camille, dans les options de sécurité, est-ce que tu peux décocher être capable de réactiver son micro? Comme ça, les gens pourront activer leur micro. Normalement, ça a l'air d'être décoché, ce qui est assez étonnant. Voilà. Alors attends, parce que sinon c'est en négatif la question. Je sais Autoriser les participants à réactiver eux-mêmes leur micro. Voilà. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Tu vois? Oui. C'est bon, normalement. Ok, parfait. Ok. Merci, je te laisse continuer. Du coup, voilà, pour cette première partie. Et du coup, le deuxième décret porte principalement sur les compétences attendues des diagnostiqueurs. Je l'ai passé un petit peu rapidement tout à l'heure, mais c'est vrai que il y avait dans l'ancien dispositif de ce qui nous avait été remonté un réel besoin, et ça s'entend aussi au vu du périmètre élargi du diagnostic, mais du coup un besoin de faire monter en compétence les acteurs sur notamment le potentiel en réemploi des PEM, mais on pourrait aussi imaginer que ce diagnostiqueur PEMD, ça pourrait être un ancien diagnostiqueur ressources, et du coup, à contrario, une montée en compétences plutôt sur la capacité à quantifier des déchets et à connaître leur potentiel de recyclage et autres types de valorisation. Du coup, est précisé dans ce décret ce qui est attendu d'un diagnostiqueur PEMD, et notamment un renforcement des compétences autour de 3 axes, donc technique du bâtiment, économie de la construction et aussi prévention et gestion des PEMD. À nouveau, donc je vous invite à aller voir ces 2 décrets qui précisent bien pour l'instant les informations réglementaires qu'on a sur le dispositif dont je vous parle. Ensuite, et c'est aussi pour ça que je suis là, ce qui va changer avec le diagnostic PEMD, c'est une obligation de transmission avant le DCE, le dossier de consultation des entreprises. Donc ça veut dire qu'il y aura une obligation de transmission du diagnostic, donc en amont, et du formulaire de récolement en fin de chantier au CSTB via la plateforme qu'on est en train de développer. Et le deuxième point, c'est que sur le diagnostic qui sera transmis, il y a une possibilité de publicité des informations. Donc ça, on y reviendra dans la suite, mais ce que ça veut dire, c'est que
les gisements PEM potentiellement réemployables et déchets valorisables qui seront identifiés dans le diagnostic, on aura la possibilité d'avoir de manière publique et gratuite l'ensemble de ces informations disponibles sur la plateforme. Et ça, c'est un réel levier pour aider à l'intégration de l'économie circulaire dans le secteur du bâtiment. Oui, et ce que précise le dernier point, c'est que est attendu dans les arrêtés. Alors, je mets le conditionnel parce que voilà, les arrêtés ne sont pas sortis, mais potentiellement deux CERFA, un CERFA diagnostic, un CERFA récolement, qui permettrait de préciser l'ensemble des informations qui seront à transmettre en diagnostic, en récolement. Et donc, ce sont ces CERFA-là, enfin ces formulaires-là, qui seront ceux qui seront repris dans les développements de la plateforme. Du coup, le calendrier. Alors, sans pouvoir forcément donner de date, parce que la date de publication des arrêtés, je ne la connais pas, je peux vous dire les prochaines étapes qui doivent être réalisées avant la publication des arrêtés. Du coup, donc, il y a eu d'abord une concertation sur les projets de CERFA qui a eu lieu en octobre 2021, donc une concertation où l'État, le ministère a ciblé un certain nombre d'acteurs et a eu donc a proposé les CERFA et il y a eu un échange avec une remontée d'informations. Ensuite, il y a eu le traitement de ces échanges-là. Et puis, actuellement, sont en cours ou vont être lancés pour la consultation publique des consultations obligatoires auprès de différents organismes. Et puis, une consultation publique, c'est ce que je disais. Donc, ça veut dire que prochainement, seront disponibles les projets de CERFA et tout acteur aura la possibilité de les consulter pour s'y préparer et de répondre aux commentaires, enfin de faire des commentaires en tout cas sur ce qui est proposé. Là-dessus, j'y reviendrai. Du coup, nous, nos développements pour l'instant sont en attente de la publication de ces arrêtés et vous avez bien compris donc, qu'il y a donc ce décalage réglementaire. Donc, en attendant, donc nous, on attend la publication et donc que les CERFA soient cadrés. Et en amont, ce qu'on a souhaité, c'était d'impliquer au maximum les acteurs. Donc pour ça, on a créé des groupes utilisateurs et une newsletter autour de la plateforme PEMD. Et donc là où je veux en venir, c'est que la prochaine newsletter qu'on a prévue, c'est au moment du lancement de cette consultation publique pour en informer l'ensemble des acteurs qui se sont inscrits à cette newsletter. Donc, je reviendrai à la fin de la présentation sur cette deuxième partie autour de la plateforme, sur la procédure si vous souhaitez être intégré à la newsletter et ou rejoindre les groupes utilisateurs. Voilà. Alors, on va passer à la partie temps de questions. Du coup, je voulais te demander, là sur la slide d'avant, c'était quoi les acronymes? Oui, c'est des... alors, je ne saurais pas complètement préciser non plus. Mais du coup, la consultation obligatoire, ça consiste en quoi? Parce que j'ai pas... C'est un certain nombre d'acteurs publics qui doivent en fait réglementairement être consultés pour ce type de texte. Le CSC2E notamment, vous pouvez regarder sur Internet, c'est un regroupement d'un grand nombre d'acteurs de syndicats ou, voilà, qui représentent les acteurs du bâtiment et où il y a une consultation obligatoire pour ce type de texte. D'accord, donc ils auront leur mot à dire sur l'arrêté, quoi. Oui, voilà. Complètement. Ok, d'accord. Et je voulais aussi demander, donc le CSTB, il forme au diagnostic PEMD. Oui. Pour la montée en compétences. Oui, c'est ça. On a monté une formation avec le CEDRE et Recovering. Je sais qu'il y a d'autres formations qui existent, sachant que, vous pourrez lire les décrets,
il n'y a pas d'obligation réglementaire à être formé pour avoir le droit d'être diagnostiqueur. C'est plutôt un gage de qualité qu'on propose. D'accord. Et après, oui, voilà, j'allais demander si c'était possible de s'inscrire à la newsletter. Mais, oui, j'y reviendrai. Ouais, okay. J'y reviendrai à la fin. Il y a un mail à contacter. D'accord. Après, dans le chat, on a demandé si la publicité elle sera payante. Mais de ce qu'on a compris, c'est que non, ce sera gratuit. Complètement. J'y reviendrai mais, ouais, voilà, sur la façon dont on a imaginé cette publicité-là. Mais bien sûr, ce sera voilà, gratuit, accessible à tous. Ok. Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Donc, je te propose de passer à la suite. Et comme ça, parce qu'il est déjà 14h30. Et comme ça, après, je pense que tout le monde est intéressé de savoir en quoi consiste cette plateforme. Ok. Très bien. Je continue. Alors, donc, présentation de la plateforme. Donc, je vais vous parler des objectifs, des différents profils et fonctionnalités associés et du calendrier de développement. Du coup, comme je vous ai précisé, donc, suite au décalage réglementaire, pour l'instant, nous, on a dû arrêter nos développements. Du coup, je ne vais pas vous proposer une visite de la plateforme, pas encore. Mais voilà, vous préparez, en tout cas, vous présentez les objectifs, et puis les fonctionnalités qu'on a pensées. Du coup, sur les objectifs, donc d'abord, premier objectif, c'est de prendre le relais de la plateforme existante de l'ADEME. Ensuite, de permettre aux maîtres d'ouvrage de respecter leurs obligations réglementaires. Et par ça, j'entends donc, d'abord la réalisation du diagnostic, la transmission des informations du diagnostic sur la plateforme, de mettre en visibilité donc, les gisements, donc, PEM potentiellement réemployables, déchets valorisables, le plus en amont possible via cette plateforme. Et puis, en fin de chantier, donc, la réalisation du récollement, donc, suite à un suivi des PEM réemployés, ou en tout cas envoyés en vue d'un réemploi, et des déchets qui sont sortis du chantier. Donc, suite à ce suivi-là, donc de transmettre l'ensemble des informations. Oui. Oui, je voulais te demander, est-ce qu'il y a des similarités entre la plateforme de l'ADEME et celle que vous avez montée pour peut-être s'il y a des participants qui connaissent déjà la plateforme de l'ADEME, est-ce qu'ils vont être complètement perdus ou est-ce qu'ils vont retrouver certaines choses? Alors, en fait, la plateforme de l'ADEME, comme je le disais au début, c'était une plateforme, en fait, c'était un formulaire. Donc, ça veut dire que c'était une plateforme qui permettait de transmettre le formulaire de récollement à la fin du chantier. Donc, là-dessus, le principe est similaire, mais la réalisation sera différente dans le sens où, par exemple, dans ce qui avait été remonté, c'était le manque de retour, de descente d'informations aux acteurs. Du coup, et d'ailleurs, c'est parfait, ça fait la transition avec mon troisième point. L'objectif, c'est de pouvoir, pour les maîtres d'ouvrage, se connecter à la plateforme avec un compte sécurisé qui sera le leur, et puis de créer leur opération. Donc là-dessus, c'est que des étapes qu'il n'y avait pas dans la plateforme existante. Et en créant cette opération, on pourra ensuite commencer à remplir le formulaire. Je reviendrai sur les différentes fonctionnalités. Du coup, la grosse différence, c'est que cette plateforme-là a beaucoup plus de fonctionnalités. Ce n'est pas juste la transmission du formulaire de récollement et puis au final, sans retour en fait, auprès du maître d'ouvrage, qui était une première étape nécessaire. Là, on est sur une plateforme plus complète avec plus de fonctionnalités pour les différents acteurs. Et puis, une autre différence, donc l'ancienne plateforme, elle s'adressait aux maîtres d'ouvrage pour permettre aux maîtres d'ouvrage de respecter leurs obligations, donc le premier point. Là, la plateforme, et vous le verrez avec les profils que je vais présenter, en fait, elle peut intéresser et elle va toucher un panel beaucoup plus large d'acteurs. Donc, vous le verrez, maîtres d'ouvrage, collectivités, autres types aussi d'acteurs. Donc ça, je vais préciser tout ça. Et donc oui,
Donc, comme je le disais, donc, un objectif d'organiser un retour d'informations auprès des acteurs et de créer pour la puissance publique les bonnes conditions pour leur permettre de contrôler l'application de la réglementation. Enfin, le dernier point, je l'ai évoqué, on a souhaité le plus en amont possible impliquer les futurs utilisateurs de cette plateforme. Et du coup, j'y reviendrai à la fin si vous le souhaitez. L'avantage du décalage réglementaire, c'est qu'on avait prévu de finaliser les développements en groupe pour ce début d'année. Donc là, on a un peu décalé dans le temps nos développements et du coup les rendez-vous qu'on proposait aux futurs utilisateurs. Donc sur les 3 rendez-vous qu'on avait prévus, il en reste encore 2. Du coup, il n'est pas trop tard pour rejoindre les groupes utilisateurs. Camille, oui. Les utilisateurs sur les premiers rendez-vous, c'était qui par exemple? C'est très très large. En fait, je vais un peu revenir là-dessus sur cette présentation-là. En fait, il y a à la fois des maîtres d'ouvrage, des collectivités, et puis aussi des apporteurs de solutions. Ce n'est pas forcément le bon mot, mais des plateformes de réemploi, donc des acteurs qui ont déjà leurs outils et qui souhaitent voir comment créer un lien avec la plateforme qu'on développe, des diagnostiqueurs, forcément, qui s'intéressent aussi aux développements qui sont en cours, des entreprises de déconstruction, des recycleurs. Bon, voilà, c'est assez large. Ok. Du coup, j'aurais une question. Gérard Robon, région des Pays de la Loire, pôle déchets, économie circulaire de la région. Le dépôt des formulaires, quand est-ce qu'il est prévu qu'il se fasse? Est-ce que c'est lors du dépôt de permis de déconstruction, avant? Et combien de temps, en fait, on peut imaginer que le dépôt du document se fasse avant le chantier? Oui, alors, c'est une bonne question. C'est écrit dans le décret, déjà. Donc, il n'y a pas de lien, et de toute façon, parce que c'est à la fois pour les démolitions et pour les rénovations, avec le permis de démolir. Et puis parce que c'est une réglementation à l'échelle nationale. Du coup, de mémoire, il faudrait que je retrouve l'intitulé exact dans le décret. Mais alors, je pense que c'est à déposer avant la rédaction, non, ouais, je l'ai, avant la signature par les entreprises du DCE. Et bien sûr, ce que nous, on préconise, c'est de le déposer le plus en amont possible. Sinon, cette mise en visibilité-là, sinon, le diagnostic à réaliser le plus en amont possible, parce que sinon, l'équipe projet et la maîtrise d'ouvrage ne pourra pas s'appuyer sur les résultats de ce diagnostic. Et puis, à déposer sur la plateforme à nouveau le plus en amont possible pour que la mise en visibilité des gisements ait un intérêt. Donc ça, c'était pour le diagnostic. Et pour le récollement, de mémoire, c'est 90 jours après la fin des chantiers. À nouveau, c'est précisé dans le décret. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Oui, ça répond à ma question, avec effectivement quand même la question subsidiaire, c'est que même si effectivement c'est un peu avant, ceux qui envisagent de pouvoir utiliser des matériaux de réemploi, il faut qu'ils sachent bien avant. Et ça, c'est un peu la difficulté qu'il y a entre ce dispositif et en fait le terrain pour ceux qui ont vraiment envie de faire du réemploi et la connaissance du gisement. Oui, complètement. J'entends complètement ce que vous dites. Je pense que c'est une première brique dans cette direction-là et que plus les acteurs, donc la maîtrise d'ouvrage sera et l'équipe projet sera sensibilisée aux enjeux du réemploi et aux enjeux de l'anticipation de ces sujets-là et à l'intérêt de cette mise en visibilité et aux répercussions que ça représente, plus on ira dans le sens d'anticiper et en parallèle de ça, les travaux sur fiabiliser le réemploi avancent aussi. Et donc, la montée en compétence des acteurs et l'exemple pour certains gisements que c'est possible, la structuration sur
de plus en plus de gisements, de la méthodologie à respecter. Voilà, tout ça, ça va avancer dans le bon sens et on pourra embarquer les acteurs grâce à ça. Camille, encore une question. Oui. Madame Sandrine Debelle qui pose la question suivante. La publicité est publique ou ce sont les utilisateurs de la plateforme qui auront accès aux informations de gisement? Oui. Alors, c'est très bien. Ça me remet dans ma présentation. En fait, il va y avoir la version publique de la plateforme, donc avec accessible ce que nous, on a appelé la carte des gisements. Donc, on aura un exemple juste après. Ce sera une carte à l'échelle nationale avec la possibilité de zoomer au maximum jusqu'à une localité. Donc, on ne pourra pas avoir plus d'informations que la localité, en tout cas de façon publique, du gisement. Et donc, on aura des informations publiques sans avoir besoin de se connecter, accessibles à tous les acteurs sur la publicité, donc la carte des gisements, les PEM potentiellement réemployables et des chèques qui ont été identifiés. Ensuite, pour les profils que je vous présente là, il y aura la possibilité de se connecter à la plateforme pour avoir accès aux fonctionnalités spécifiques propres à ces utilisateurs-là. Voilà. Et du coup, j'enchaîne sur les fonctionnalités les profils utilisateurs et ensuite sur les fonctionnalités pour chaque utilisateur. Donc, d'abord, un profil MOA. Donc, le MOA, c'est lui qui porte l'obligation réglementaire. Je ne le répéterai jamais assez. Et donc, il va pouvoir créer une nouvelle opération, compléter les informations, lancer le formulaire de diagnostic ou de récolement, finaliser, valider l'ensemble des documents, valider la mise en visibilité des PEMD, et il aura la possibilité d'accéder à la fonctionnalité de recherche et de manifestation d'intérêt qui est celle des acteurs du bâtiment. Alors, ce profil jaune, c'est clairement un profil très large. Et il est très large dans le sens où c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, les profils permettent d'accéder à des fonctionnalités. Du coup, les fonctionnalités de ce profil-là, donc en base, ça veut dire pour tous les acteurs, ça va être la possibilité de rechercher des gisements et surtout de manifester son intérêt sur un gisement. C'est une plateforme réglementaire, donc l'objectif de cette plateforme n'est pas d'en faire une marketplace, donc d'avoir des échanges entre les deux acteurs, entre le vendeur ou la personne qui souhaite donner un gisement et celui qui souhaite le réemployer, ou alors on peut imaginer aussi un intérêt pour un certain nombre de déchets avec un acteur qui a la possibilité de les recycler. Donc, le but, ce n'est pas de faire des allers-retours, mais la plateforme laissera quand même la possibilité pour le fameux profil acteur du bâtiment de manifester son intérêt auprès d'un maître d'ouvrage sur un gisement donné. Donc ça, c'est la fonctionnalité de base. Et ensuite, en option, dans le sens où ce ne sera pas une fonctionnalité qui sera nécessaire à l'ensemble des acteurs, ce profil-là et cette connexion-là permettra de recevoir une délégation de complétion d'un formulaire. Donc, j'entends par là qu'un maître d'ouvrage aura la possibilité de demander à un MOE, à un diagnostiqueur, à une entreprise de compléter une partie de son formulaire, mais comme c'est lui qui a l'obligation réglementaire, ce serait bien au maître d'ouvrage, comme je le disais tout à l'heure, de finaliser, de valider les formulaires. Et donc ça, c'est les deux profils principaux. Ensuite, on a donc les collectivités et le ministère et l'ADEME qui ont, eux, des fonctionnalités spécifiques, surtout liées à ce que je disais tout à l'heure, de donner la possibilité de contrôler le respect de la réglementation. Et pour le ministère et l'ADEME, il y aura des fonctionnalités de rapports annuels qui seront donc statistiques qui seront fournies par la plateforme. Camille, on a des questions. Bah, super. Alors, attention. Est-ce que dans cette plateforme, il sera possible de déclarer des déchets diffus spécifiques
qui devraient être classés en déchets dangereux, comme des peintures par exemple? Alors, là-dessus, là, c'est une question pour le coup spécifique Ouais. qui, pour moi, porte plus sur le CERFA et la partie, ce qui sera encadré dans le CERFA. Je pense que déjà, en premier élément de réponse, surtout sur la partie déchets, ce sera quand même quelque chose qui sera assez similaire, même si on regardera en diagnostic d'abord et ensuite en récolement. Je pense que c'est intéressant d'aller regarder le formulaire actuel de récolement qui indique déjà assez bien, en tout cas sur la liste des déchets, voilà, ce qui pourrait être attendu, même si on imagine bien qu'il y aura quand même quelques adaptations sur les déchets dangereux. Enfin, pardon, sur la liste des déchets, dont les déchets dangereux. Donc, donc la plateforme, en gros, reprendra ces SERPA, ces formulaires, et reprendra ce qui est donc demandé réglementairement. Autre question, sur qui peut manifester un intérêt sur un gisement? Est-ce que c'est les acteurs du bâtiment et de la valorisation, ou est-ce qu'aussi un MOA peut manifester son intérêt pour un gisement d'un autre MOA? Oui, et ben, c'est ce que j'ai dit, mais rapidement. Et du coup, c'est très bien, ce schéma me permet de le redire. Le MOA a bien accès à la fonctionnalité de recherche de gisement, qui est celle de manifestation d'intérêt, qui est celle des acteurs du bâtiment et de la valorisation. Et puis également, on sait qu'une collectivité peut être MOA et donc aura aussi accès aux fonctionnalités du MOA. Ok. Il y a une dernière question, mais je veux bien que vous preniez la parole parce que je ne suis pas sûre de bien comprendre. Oui, ma question, c'est de savoir, là, si je comprends bien ce que vous dites, c'est pour l'instant, se manifeste son intérêt sur un gisement que éventuellement un MOA aurait vu sur la plateforme. Est-ce qu'il peut anticiper cette manifestation d'intérêt sur un type de matériau et que éventuellement automatiquement la plateforme pourrait indiquer, je sais pas, à la date T, le MOA dit que je serais intéressé pour obtenir tel matériau et pour telle date, et 4 mois après, il y a quelqu'un qui met effectivement son formulaire, et est-ce que la plateforme peut éventuellement automatiquement indiquer au premier, oui, tiens, on a trouvé quelqu'un qui pourrait répondre à votre demande? C'est très intéressant. Alors déjà, premier élément de réponse, je vous invite à rejoindre les groupes utilisateurs parce que c'est typiquement ce genre de questions qu'on pose au niveau des fonctionnalités et de permettre aux acteurs de nous faire remonter les besoins de fonctionnalités complémentaires. Alors, modulo le budget et le calendrier que nous avons pour cette plateforme, mais en tout cas, c'est exactement ce à quoi servent les groupes utilisateurs qu'on a pensé. Deuxième élément de réponse, quand j'entends, j'essaye de faire assez macro, donc je ne viens pas dans les détails, sauf quand on me pose des questions, donc c'est très bien. Quand je dis recherche de gisement, c'est ce que j'entends en fait. C'est la façon publique, on pourra regarder, sûrement filtrer comme on veut la base de données publique ou la carte des gisements publics. Après, en se connectant, la différence que j'entends dans recherche, ce serait de mettre des favoris, de dire moi j'ai en favori du vert plat. Et du coup, alors la question est de donner du coup la possibilité d'avoir une notification quand un favori apparaît. Alors là, ce que vous avez soulevé, c'est en plus un besoin en termes de date de disponibilité. Bon, ça, je suis moins sûre qu'on pourra l'intégrer. En tout cas, voilà, sur la question de favoris, on l'avait bien en tête. Et voilà, et je réitère l'invitation à vous joindre au groupe utilisateur pour faire remonter ce genre de besoins. Oui, on a un commentaire qui dit que l'idéal serait même de pouvoir saisir des dates souhaitées d'obtention du gisement à comparer avec les disponibilités des gisements. Donc, ça oui, revient... là-dessus, alors, à nouveau, je donne du conditionnel, mais c'est quand même inscrit dans le... Enfin, c'est initié dans le décret. Ce qui pourrait être demandé, c'est donc la date de début, ce qui sera demandé, c'est la date de début provisoire
du chantier. Et du coup, ça permet d'estimer, alors bon, même si le moment de la dépose et donc de la disponibilité réelle du chantier, c'est deux choses différentes, hein, de début de chantier et de disponibilité du gisement. Mais en tout cas, parce que peut-être pour vous préciser le pourquoi, donc c'est en fait l'information qu'on aura sera celle du diagnostic. Donc ça veut dire un diagnostiqueur qui passe sur le site et qui, à un instant T, fait une analyse du bâtiment, du potentiel, et donc en donne l'information qu'il a à ce moment-là, c'est-à-dire une date prévisionnelle de début de chantier. Et donc, c'est cette information-là qui sera disponible. La plateforme ne va pas donner à l'instant T le gisement qui est disponible. Là, on rentre plus dans des outils, pour le coup, qui ne seront pas la plateforme réglementaire autour du diagnostic et du récolement, mais qui seront bien les outils existants ou qui vont se développer, qui sont pour le coup dédiés au gisement, par exemple, du réemploi. On pourrait imaginer aussi une plateforme ou un outil autour du recyclage de tel ou tel. Pour l'instant, à ma connaissance, ce n'est pas le cas, mais voilà, on pourrait aussi imaginer que ce type de gisement ait un intérêt. Et du coup, là-dessus, la plateforme ne cherche pas à entrer en concurrence, même si ce n'est pas le bon mot, c'est une plateforme réglementaire qui a pour but de diffuser l'information et ensuite d'être une base de données de sourcing, pour le coup, pour ces outils-là. Moi, me vient une autre question, je ne sais pas si tu vas l'aborder après, mais ouais, c'est pas grave. C'est par rapport au niveau de détail, en fait, sur les gisements qui vont être mis sur la plateforme. C'est quoi à peu près le niveau de détail? Là, on rentre dans ce qui va être précisé dans les CERFA, en fait. En fait, on a déjà un certain nombre d'informations qui sont ceux des décrets. Donc, on parle de quantité, pour répondre à la question que je viens de voir apparaître, de localisation. Donc là, ce sera en effet le cas. Et comme je le disais, on aura de manière, sur la base de données publique, la localité, dans le sens où on aura juste la ville, en tout cas c'est le niveau de détail le plus précis qu'on aura, sur les gisements, comme je disais, pour raison de sécurité, de confidentialité de l'adresse. On ne donnera pas l'adresse du chantier, on donnera juste la ville. Du coup, donc on aura, oui, des quantités, des matériaux. Je crois qu'il y a une question d'âge aussi. Il faudrait que je me remette le texte de loi sous les yeux. En tout cas, il y a déjà un certain nombre d'informations qui listent ce qui sera de base en fait, réglementaire. Et après, est en réflexion du côté donc, de la plateforme de proposer des options. Par exemple, ce qui est remonté et ce qu'on entend très bien, c'est par exemple une photo, un PEM réemployable ou autre type d'information qui pourrait être donc remontée sur la plateforme et donc mise en visibilité. Ça pourrait être inscrit dans l'arrêté de faire une photo? Non, non, non. Ça, c'est ce que je dis. Il y a deux niveaux de détail et ça pourrait. Ça pourrait. Après, ce que nous, on imagine, c'est que peut-être que la plateforme, une fois que le niveau réglementaire sera fixé, peut-être que la plateforme pourrait aller un petit peu au-delà. Oui. On a une dernière oui, je l'ai lu. Ouais, en fait, c'est intéressant. Donc, c'est la question du lien en fait, avec les outils. La plateforme en elle-même, c'est une plateforme réglementaire qui si un souhait de dématérialisation est fait, donc d'avoir un outil, une tablette, ça, il y a des outils pour le coup, d'accompagnement de chantier, des outils payants qui permettent d'aider un acteur à avoir un suivi de son chantier aux différentes étapes. Et du coup, la question se pose des liens entre ces outils et la plateforme.
il y a deux types de liens selon les outils. Il y a de la plateforme PEMD vers les outils et des outils vers la plateforme. De la plateforme PEMD vers les outils, en gros, ce sera ce qu'on se disait, donc la base de données, l'accès à la base de données, et ça c'est prévu. Ça veut dire qu'il y aura une API, donc un accès facilité pour l'outil à la base de données, et donc automatiquement les outils pourront accéder à la carte des gisements, en tout cas la base de données publique de cette carte des gisements. Et puis après, des outils vers la plateforme. Alors là, c'est plus compliqué de par la multitude d'outils. Et donc, ce qu'on imagine pour l'instant, ce serait de mettre en place et dans ce sens-là, les données qui seraient concernées, ce seraient les formulaires de diagnostic, de récollement. Et donc, ce qu'on imagine, c'est de proposer un fichier unique qui serait accepté par la plateforme et qui permettrait, qui serait en sortie de ces outils-là, en entrée sur la plateforme, et donc qui permettrait de simplifier la saisie des formulaires. Voilà. Du coup, je pense que sur le schéma, on a répondu à un certain nombre de questions. Je ne vais pas faire plus de commentaires. Je crois qu'il y a une nouvelle question. Juste un commentaire. Ce serait tout de même plus facile si l'outil était proposé par le CSTB, sinon ce serait un peu le bazar comme pour Track Déchets. Je l'entends. En tout cas, ce n'est pas la mission. Le cadrage de la mission, le cadrage budgétaire qui est demandé pour cette plateforme réglementaire. Du coup, cette slide-là, c'est une illustration, alors avec très peu de gisements pour l'instant, mais du coup une illustration de ce que pourrait être la carte des gisements. Voilà, avec à la fois une carte, une liste et des filtres. Alors, tout est très hypothétique, hein, c'est plus un support visuel que les bons filtres et les bonnes catégories de filtres qui seront celles vraiment retenues. Là-dessus, je réitère la proposition. Donc, oui, les prochaines étapes, c'est une fois que les textes seront sortis, on pourra relancer les groupes utilisateurs et donc relancer les développements et donc reprendre les échanges sur les fonctionnalités. Du coup, j'en arrive à ma dernière slide, qui est celle donc, sur les calendriers de développement. Sur les dates, du coup, comme de même que je ne peux pas donner de date de lancement des arrêtés, du coup, je ne peux pas donner de date sur le lancement de la plateforme. Mais comme vous l'avez bien compris, c'est très lié. Et ce qu'on essaiera de faire, c'est que 6 mois après la publication des arrêtés, on pourra mettre les informations sur la plateforme. Et en attendant, donc, il y a une adresse mail dédiée qui sera à privilégier pour transmettre les SERPA. Et donc, en lancement en 2 parties de la plateforme, une première partie qui sera vraiment concentrée sur les fonctionnalités réglementaires, profil MOA et autres acteurs. Et ensuite, un deuxième lancement pour consolider et développer les fonctionnalités supplémentaires, notamment celles que j'ai passées rapidement sur les collectivités, sur le ministère, l'ADEME, pour permettre la bonne vérification de l'obligation réglementaire. Et puis, on imagine aussi d'autres fonctionnalités pour les MOA, dans cette logique de retour d'informations, de traitement des données, de développement d'indicateurs, pour leur permettre de mieux analyser, de mieux comprendre à la fois les informations de leur diagnostic et puis les informations issues du récollement. Voilà. Et du coup, en conclusion, pour l'avoir dit maintes et maintes fois, donc on a lancé des groupes utilisateurs et une newsletter. Et du coup, vous êtes invités, si vous le souhaitez, à envoyer un mail à l'adresse plateforme.pemd@cstb.fr et donc à demander si vous souhaitez juste newsletter ou newsletter et rejoindre des groupes utilisateurs également.
C'est bon, Camille? Voilà, merci de votre attention Eh ben, et pour les questions. merci à toi. Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions, mais je trouve qu'on a quand même répondu à pas mal de choses. C'était très complet et très pratico-pratique, donc super, tout ce qu'on aime. Il ne me reste plus qu'à vous dire que sur le site d'Envirobat Centre, il y a une page thématique dédiée à l'économie circulaire avec une partie aller plus loin en bas de page où il y a plein d'informations sur la mise en œuvre du réemploi, l'économie circulaire en général, la mise en œuvre du réemploi, des guides, des fiches techniques. Donc, je vous invite vraiment à aller faire un tour. Et pareil, sur le site d'Envirobat Centre, donc il y a à la fois la page thématique économie circulaire et il y a la page aussi ressources, donc où vous avez vraiment des enquêtes, des guides, voilà. Donc c'est deux pages différentes que je vous invite à aller voir sur notre site internet et qui reprennent notamment le travail du CSTB. Voilà. Je vous remercie à tous pour les échanges intéressants qu'on a eus et je vous souhaite une bonne fin de journée. Voilà, il est 15h, c'est parfait. Merci beaucoup.